Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Bonjour et bienvenue pour cette dernière séance de l'édition Les idées mènent le monde 2019 dans cette salle. Et ce qui est très intéressant pour moi dans cette édition qui est consacrée plutôt aux croyances, là, à la fin, on arrive aux sciences. Il y avait justement une géoscientifique qui a parlé précédemment. Maintenant, ça sera mon collègue Jackie Cresson, les deux de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, partenaires de ces rencontres comme tous les ans. Et alors, croire et science, comment est-ce que cela peut aller ensemble? Ce qui semble encore presque plus étonnant quand on parle de mathématiques. Mais Jackie Cresson vous donnera la réponse. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Alors, il faut que je me mette. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de, effectivement, la grande question, c'est pourquoi le monde est mathématique. Alors, vous allez voir que la réponse est peut-être pas celle que vous attendez. En tout cas, on va voir vers quoi ça va nous emmener. Alors, déjà, effectivement, alors il faut que je me mette dans le bon sens. Voilà. Oui. Donc, on a un constat dans le monde qui nous entoure, hein, c'est que, par exemple, toutes les théories physiques sont formulées avec des mathématiques. Donc, effectivement, là, on peut dire que les mathématiques sont présentes un peu partout, au moins pour la physique. Alors, ensuite, je vais peut-être prendre juste le... Ensuite, les mathématiques interviennent dans tous les domaines de la société. Alors là, aujourd'hui, je vais vous en parler en économie, en sociologie, jusqu'à aller jusqu'en politique. Alors il n'y a pas que là, il y a en biologie, il y a beaucoup de domaines où on a vraiment des mathématiques qui sont de haut niveau, hein, qui interviennent de manière profonde. Alors, donc, si on s'arrêtait à ce constat-là, simplement, est-ce qu'il y a des mathématiques? Est-ce que le monde est mathématique? Et si on partait de là, on pourrait dire qu'effectivement, les mathématiques donnent la clé de compréhension du monde qui nous entoure, et on pourrait se poser la question, pourquoi le monde est-il mathématique? Alors, vous voyez que là, j'ai mis un livre de John Barrow qui s'appelle « Pourquoi le monde est-il mathématique ?» Et en fait, après lecture de ce livre, et c'est ça qui m'a poussé à venir aussi faire cette conférence, en fait, on peut se poser la question de savoir si on n'a pas quand même oublié quelque chose là, si on n'est pas allé un petit peu trop vite dans la conclusion. Pourquoi le monde est mathématique? Alors ça présuppose, en fait, ce que ça présuppose comme question, c'est que j'ai bien dit que les mathématiques interviennent dans chacun des domaines. Biologie, sociologie, économie, physique, etc. Mais je n'ai pas dit qu'elle fonctionnait. Or, si je veux dire que le monde est mathématique, il faut bien que les mathématiques qui interviennent, qui sont là quand même pour expliquer le monde qui nous entoure, fonctionnent. Ça veut dire qu'elles aient un lien très fort avec la réalité. Donc ça, c'est le... Alors vous voyez que c'est exactement cette question-là qu'on va essayer de regarder ensemble, pour voir si la question qui est posée ici, évidemment, si on présuppose que tous les modèles fonctionnent, la question ne se pose pas. Les mathématiques sont partout, donc on peut se poser la question pourquoi le monde est mathématique. Maintenant, si les modèles ne fonctionnent pas, alors notre question sera posée différemment. Donc voilà, c'est un peu le chemin qu'on va essayer de faire maintenant. Alors, on va commencer par une belle histoire, parce que c'est l'histoire qu'on a tous en tête. Pour ceux qui sont intéressés un peu aux sciences de manière générale, ce qui est vraiment au cœur de l'idée que les mathématiques sont effectivement la base de notre connaissance du monde, ça va être surtout la grande histoire de la physique. Alors on va la reprendre un tout petit peu, hein, et donc c'est l'idée que les mathématiques sont le langage de la nature. Alors ça vient de loin, hein. On peut commencer déjà avec Pythagore. Alors, je ne vais pas faire tout le monde, hein, je vais vous donner quelques éléments à chaque fois très succincts, mais on peut commencer avec Pythagore, pourquoi pas.
Alors là, on est vraiment loin. Hein. Ceci dit, c'est exactement là où ça commence. On a déjà à cette époque-là, alors on parlait de croire, hein. Là carrément c'est une religion. Hein. Hein, donc là c'est vraiment au stade de religion. On va penser le cosmos en termes de nombre, et le nombre c'est une invention mathématique pour le coup, et en termes d'harmonie, puisque le nombre est associé à la musique au départ. Donc ce qui est considéré comme les mathématiques, notamment il y a le mathématiques comme on l'entend, le calcul, les nombres, etc. Mais il y a aussi la musique. Et donc l'harmonie, c'est-à-dire ces rapports entre des nombres et puis des choses qui, par exemple, sonnent bien pour la musique, ça va être quelque chose qui va être constant là dans notre vision du monde, en tout cas à cette époque-là. Alors du coup, les Grecs cherchent à décrire le monde qui les entoure en termes de triangles réguliers, de cercles, de polygones, et puis de nombres qui sont plutôt des fractions, etc. Donc là, on a une vision du monde qui est portée par une croyance, une vraie croyance, là pour le coup, au sens profond du terme. Mais ça ne suffit pas, parce qu'évidemment, à cette époque-là, on n'a pas encore les moyens de faire des prédictions de quelque chose. Donc il n'y a pas des prédictions de phénomènes. La donne va vraiment changer. Alors là, je vais faire un vrai saut, hein. Vous m'excuserez, on ne va pas faire tous les scientifiques entre les deux. Mais on va tout de suite passer à Galilée. Alors là, on fait vraiment un grand saut. Hein. Mais Galilée, c'est lui, en fait, hein, qui va vraiment, alors là, pour le coup, marquer vraiment par écrit cette idée que le langage de la nature, c'est les mathématiques. Alors du coup, on le voit, hein, ça c'est une citation qui est extraite d'un de ses livres. La philosophie est écrite, alors la philosophie, c'est philosophie naturelle, hein, dans le sens où c'est vraiment la description de la nature, est écrite dans ce grand livre qui se tient constamment ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers, mais elle ne peut se saisir si tout d'abord on ne saisit point de la langue et si on ignore les caractères dans lesquels elle est écrite. Cette philosophie, elle est écrite en langue mathématique. Alors, si on s'arrêtait là, on louperait quelque chose. Parce que mathématiques, pour nous, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose qu'est ce qu'il entend ici. Et la phrase d'après, elle est extrêmement précise et elle va orienter la manière dont la physique va se développer par la suite. Parce qu'il continue, il ne se limite pas à dire que c'est les mathématiques. Il dit « ces caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques ». Alors là, il y a un saut. Parce que dans les mathématiques, vous avez énormément de domaines. Vous avez évidemment les nombres, on en a parlé avec Pythagore, mais vous avez la géométrie. Bon, maintenant, on a vraiment beaucoup plus de domaines que ça, mais disons que là, ce qu'il dit, c'est que essentiellement, c'est la partie géométrique qui va porter la description du monde. Alors cette idée que la géométrie va être prépondérante, elle va carrément irriguer la physique jusqu'à nos jours. Okay. Donc là, il va se dire, ok, mes recherches me font dire que j'ai besoin des mathématiques et que les mathématiques représentent plus qu'un outil pour décrire le monde. Pratiquement, il y a, disons, un début de considération que ces mathématiques sont le monde pratiquement réel qu'il décrit. Alors l'autre saut qu'on va faire dans le temps, c'est avec Newton. Donc je passe du coup Kepler, Tycho Brahe, etc., qui sont entre les deux, qui vont donner les données qui vont permettre à Newton de mettre en place cette théorie. Et là, on a vraiment, disons, la quintessence un peu de cette idée que la géométrie va effectivement porter les lois de la nature. Alors là, on a même la notion de loi physique, hein, qui va devenir prépondérante avec les lois du mouvement. Donc, dans son écrit, Newton va donner un certain nombre de lois qui s'expriment en termes mathématiques et qui vont permettre, alors là, pour le coup, de faire des prédictions. Donc, on va pouvoir savoir, à partir des positions des planètes, par exemple, la position de la planète dans 10 ans, 20 ans, etc. Et il se trouve qu'on va pouvoir vérifier ces prédictions, donc on va avoir le début d'une vraie théorie qui permet d'avoir un support mathématique, et notamment géométrique. Hein, dans le livre des Principia Newton, il y a énormément de géométrie. Pour un mathématicien, c'est un régal, hein, c'est vraiment très très beau à lire. Et en même temps, donc, cette géométrie va donner des vraies quantités qu'on va pouvoir comparer avec l'expérience. Alors Galilée le disait déjà, hein, et c'est un truc qu'on va garder en tête pour la suite. Pour lui, quand même, la théorie, à un moment, il faut qu'elle se compare avec la réalité.
ce qui paraît raisonnable. C'est-à-dire que si vous avez une théorie qui est censée décrire un phénomène, et qu'en plus vous pouvez faire des prédictions, il faut que ces prédictions soient en accord avec la réalité du phénomène. Alors c'est une tautologie ce que je viens de dire, mais on va voir que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc on va prendre quelques précautions avec ça par la suite. Donc Newton, là, il va faire un pas décisif et il va fournir ces éléments mathématiques. Alors là, pour le coup, formalisés, il va introduire des nouvelles mathématiques avec le calcul différentiel, etc., calcul intégral. Et donc, il va nous, pour le coup, là, toute la physique du moment va être simplifiée et codée par un certain nombre de lois qui s'expriment par les mathématiques. Alors, on fait un petit saut encore avec Henri Poincaré. Alors, Henri Poincaré, bon, c'est un des plus grands mathématiciens qu'on ait eu en France, notamment de cette époque-là. Là, ce qu'il va dire, c'est que les mathématiques, ce qu'elles font, c'est qu'elles permettent de choisir parmi tout un tas d'alternatives possibles, celles qui vont être en gros les plus recevables. Donc il va avoir une espèce de théorie comme ça de l'analogie. C'est vraiment cette idée que les mathématiques permettent de tirer d'un ensemble de données des choses qui sont un peu cachées à l'intérieur et qu'on va réussir à extirper par le biais des mathématiques qui va porter son jugement. Alors là, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais on verra que cette idée comme quoi les mathématiques dévoilent une part de la réalité, au sens réalité comme vous et moi on l'entend, c'est-à-dire ce qui nous entoure en vrai, ça va être quelque chose qui va être très profond au niveau philosophique et au niveau de la manière dont on va faire de la physique ou des mathématiques, ça va être très important. Et cette belle histoire, hein, j'ai envie de la terminer juste ici. C'est au moment où, avec Albert Einstein et ensuite, on le voit avec Bohr, Max Planck, Pauli, Heisenberg, Schrödinger, j'ai oublié De Broglie, on va avoir deux théories qui vont apparaître à peu près au même moment, qui sont la théorie de la relativité restreinte puis générale et la mécanique quantique, qui toutes les deux, pour le coup, ont un contenu mathématique qui est immense. Et toutes les deux sont confortées par l'expérience. Alors pour la relativité générale, il va falloir attendre un petit moment, mais elle va tout de suite être confortée par un certain nombre d'expériences concrètes. Pour la mécanique quantique, c'est directement conforté par les expériences, parce qu'en fait, c'est les expériences là qui vont guider le développement des mathématiques permettant de la décrire. Alors on va avoir plusieurs façons de décrire comme ça la mécanique quantique. Dans tous ces cas-là, aussi bien pour la relativité générale que pour la mécanique quantique, on va avoir des mathématiques qui existent déjà d'ailleurs, pour la plupart, et qui vont permettre effectivement de rendre compte des résultats expérimentaux qu'on a. Alors là, on a à peu près gagné. On peut vraiment se dire, bon, les mathématiques arrivent vraiment de manière complètement naturelle jusqu'au niveau de la microphysique. On a commencé avec Newton et le mouvement des planètes. On arrive ici avec la mécanique quantique, avec le comportement de particules. Donc là, le champ d'action de l'idée que les mathématiques ont une réelle signification au niveau du monde, elle est frappante. D'ailleurs, avec Newton, c'est un des premiers moments où ça devient universel. La loi de Newton est vérifiée sur Terre, elle est vérifiée dans le système solaire, et les observations montrent qu'elle est vérifiée dans l'univers entier. C'est-à-dire qu'on va observer des étoiles doubles et on va s'apercevoir que la loi de gravitation de Newton construite sur Terre fonctionne aussi aux confins de l'univers. Donc là, on va avoir une espèce de révolution en disant, oui, les mathématiques que je fabrique ici sont valables non seulement en tout temps, mais en tout lieu. Et c'est les mêmes mathématiques partout. Et donc la même physique, du coup. Alors ça, c'est extrêmement fort. Sachant qu'avec Einstein, là, on commence même à parler du destin de l'univers.
On va avoir vraiment des questionnements sur le commencement et la fin de l'univers dans son entier. Donc on va des particules jusqu'à l'univers en passant par toutes les étapes différentes. Alors ce qui est frappant aussi ici, c'est l'approche qu'on a eue à chaque fois, c'était de dire que les effets qu'on voyait, sans doute, si j'arrivais à les décomposer d'une certaine manière, j'allais mieux comprendre ce qui se passait. Hein, que les choses compliquées que je voyais à une certaine échelle donnée provenaient peut-être de quelque chose qui était un peu... provenaient sans doute de choses qui étaient un peu plus nombreuses à une échelle plus basse, mais que les lois étaient plus simples. Et que ces lois plus simples me donnaient ce que je voyais, qui était un petit peu compliqué à l'échelle au-dessus. Okay. Donc là, pour le coup, c'était une sorte de simplification par décomposition à chaque fois. Hein, je vais un petit peu plus loin à chaque fois dans la description, et cette description me permet de mieux comprendre ce qui se passe au-dessus. Alors là, on va être aux alentours des années, là, on va être aux alentours des années 20 du coup, 20, 30, 40, 50, et on va avoir ensuite le développement de la physique qui va arriver jusqu'à nos jours. Alors c'est de celle-là, donc il fallait que je passe vite là-dessus parce que je veux vous parler d'autres choses par la suite. Et on va commencer à voir que là, donc, le succès des mathématiques, il est flagrant. Alors, à tel point que il y a un livre qui m'a, moi, toujours marqué lorsque je l'avais lu à l'époque, c'est le livre de Stephen Hawking. Donc c'est sa conférence lorsqu'il a pris le poste, qui était le poste de Newton à Cambridge, qui s'appelle Commencement du temps et fin de la physique. Alors fin de la physique, pourquoi ? Parce qu'il pensait à ce moment-là qu'on était arrivé à un tel développement mathématique et de compréhension de la physique que sans doute tous les problèmes qu'on avait en physique allaient se résoudre dans les 20 prochaines années. Donc lui, il était complètement convaincu au moment où il prend son poste qu'il y a encore des choses à faire, mais globalement, on va tout réussir à résoudre en l'espace de dizaines d'années, quoi. Alors évidemment, on s'est complètement trompé, il s'est complètement trompé, mais c'est intéressant de voir que c'est quelqu'un qui a fait une partie quand même de sa carrière sur les trous noirs, donc une partie qui est vraiment abstraite là pour le coup de la physique théorique, et qui va déjà annoncer la fin de la physique à ce moment-là. Je ne sais plus à quelle date c'était, quand il obtient son poste. Bon, on va dire au moins les années 70, je pense. Et cette réussite des mathématiques pour décrire le monde, confirmée par l'ensemble de ces théories, va donner lieu à un certain nombre de questions qui vont être plutôt d'ordre philosophique. Et notamment, il y a un article qui est chaque fois cité de Wigner sur l'efficacité déraisonnable des mathématiques pour décrire la nature. D'accord ? Donc, mais au moment où il écrit cet article, donc on est dans les années 60, donc effectivement, à ce moment-là, toute la physique est effectivement décrite par un certain nombre de modèles mathématiques. Et ces mathématiques rendent bien compte de la réalité. C'est-à-dire que les prédictions qu'on fait sont confortées par les expériences. Alors, sur ce point particulier, pour ceux qui seraient intéressés par lire un peu plus, et notamment une réponse pourquoi les mathématiques seraient, disons, plus efficaces pour décrire le monde ou pas. Moi, il y a un livre que j'ai bien aimé ces derniers temps de Alain Badiou, qui est donc un philosophe, qui s'appelle Éloge des mathématiques, et il y a, dans, je pense, au 3 ou 4e chapitre, une discussion de cette fameuse déraisonnable efficacité des mathématiques. Globalement, ce qu'il dit, c'est que les mathématiques, pourquoi on les retrouve un peu partout, c'est parce que les mathématiques pensent, en gros, toutes les formes possibles sans contrainte aucune. Or, penser les formes, c'est exactement ce qu'on fait finalement. Retrouver les formes, c'est exactement ce qu'on fait quand on étudie la nature. Que ce soit des formes, ça peut être n'importe, hein, ça peut être des motifs, ça peut être des formes géométriques, etc. Mais effectivement, dans notre travail de mathématicien, nous n'avons aucune limitation spécifique pour inventer des choses. On les pense toutes. Donc, s'il y en a une qui nous échappe, ce ne serait pas étonnant. Mais enfin, s'il y en a une qui apparaît dans la nature, il y a de grandes chances qu'on y ait pensé avant.
Et c'est ce qui se vérifie souvent. Bon, donc, jusqu'ici, tout va bien. Et donc, le monde est mathématique. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce qu'elles sont vraiment si efficaces que ça, comme le dit le titre? Si on en est déjà convaincu, on peut suivre la discussion. Mais avant de se poser ce genre de questions, il faut être sûr qu'elles soient efficaces. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans l'histoire de la physique, du coup, et on va aller vers le moment où les mathématiques vont prendre le dessus sur la physique. Alors, c'est un petit peu provocateur comme titre, mais c'est un peu quand même ce qui va se passer, et je vous donnerai quelques exemples. S'il n'y avait que moi qui disais, ça ne serait pas rigolo. Heureusement qu'un mathématicien qui dit que les mathématiques prennent le dessus sur la physique, c'est moins... Mais heureusement, c'est des physiciens qui se plaignent aussi, donc on peut y aller tranquillement. Alors, ce qui va se passer en fait avec l'histoire de la physique, c'est qu'à un moment, on arrive au niveau microphysique, donc au niveau des particules. Et évidemment, au niveau des particules, on va avoir un certain nombre d'expériences qui vont être notamment faites dans les grands accélérateurs de particules qui vont démontrer qu'un certain nombre de résultats arrivent. Alors ça va être complètement couvert par un modèle qui s'appelle le modèle standard. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais le modèle standard va permettre de effectivement rendre compte de tous les résultats qu'on observe, là pour le coup, dans les accélérateurs de particules. Alors, on devrait être content. Le modèle standard, c'est encore des mathématiques, mais pourquoi les gens ne sont pas contents? Parce que le modèle standard, malheureusement, dépend d'un certain nombre de quantités, et ces quantités, en fait, on les fixe un peu à la main. C'est-à-dire que suivant les expériences, on doit calculer à chaque fois les bonnes quantités pour rendre compte des expériences. Alors ça ne peut pas passer. Lorsqu'on est habitué à la théorie physique comme Newton, comme Einstein, comme Planck, on se dit là, des constantes qu'on ne peut pas fixer à l'avance, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas comment on les obtient, à part par le calcul une fois que l'expérience est faite, ça veut dire que quelque chose nous échappe. Et ça va être le début justement de cette quête vers qu'est-ce qui permettrait, est-ce qu'il y aurait une théorie qui permettrait de récupérer chacune des constantes qui intervient dans le modèle standard par une espèce de super théorie qui permettrait de rendre compte de ces calculs qu'on fait, de ces ajustements qu'on va faire dans la théorie. Et c'est là où on va avoir un basculement. Alors pourquoi on va avoir un basculement? Parce que le basculement, il a presque lieu au moment où Einstein fait la théorie de la relativité. La théorie de la relativité rend compte d'un certain nombre d'effets physiques par la structure géométrique de l'espace-temps. Donc en fait, on revient là, vous voyez, quand je vous disais que Pythagore avait une idée qui allait perdurer, c'est encore la géométrie qui va permettre d'expliquer la physique. Jusqu'au point où, pratiquement, l'idée que la géométrie porte l'information physique va pratiquement être admise par tout le monde. C'est-à-dire qu'on va pratiquement identifier à écrire une théorie de la physique avec avoir une bonne géométrie. Et donc, ce que vont faire les gens, c'est essayer de voir s'il n'y a pas une généralisation des travaux d'Einstein, donc sur les géométries qu'il avait, lui, considérées, et qui permettent de rendre compte de ce fameux modèle standard et des résultats qu'on obtient donc pour les particules. Alors, ça va être fait, et ça va être fait notamment par ce monsieur qui s'appelle Edward Wheaton, qui est, on va dire, physicien. Je ne suis pas sûr, mais disons, il travaille à l'Institute for Advanced Studies à Princeton, et il va développer ce qu'on appelle la théorie des cordes, et puis ensuite la théorie M, etc. Alors, le principe de base de ces théories, c'est une généralisation de la notion d'espace-temps. Donc on va avoir des géométries qui vont devenir extrêmement compliquées tout d'un coup. Et ce monsieur qui est physicien va obtenir une des distinctions les plus élevées en mathématiques, pas en physique, hein, justement, qui est la médaille Fields. Alors je pense que c'est significatif en fait. Il n'obtient pas le prix Nobel de physique, puisque le prix Nobel de physique récompense des théories qui sont en relation directe avec le concret. C'est-à-dire que vous devez avoir des expériences qui montrent que ce que vous avez mis en place, effectivement, est bien exprimé par la nature. Alors ici, en fait, on est dans le cadre de théories qui, jusqu'à maintenant, qu'on ne peut pas, disons, vérifier par les expériences. Alors pourquoi on ne peut pas les vérifier?
Alors, il y a une petite figure juste après. On ne peut pas les vérifier parce que toutes ces théories sont à des échelles de la matière qui sont extrêmement fines. Et pour observer la matière, on a besoin de beaucoup d'énergie. Alors c'est le problème des accélérateurs de particules, en fait. Vous accélérez des particules, elles prennent beaucoup d'énergie, et donc si vous voulez voir ce qui se passe, il faut qu'elles accélèrent encore plus, etc. Et évidemment, ces accélérateurs, c'est des grosses machines, il y en a une au CERN, et elles atteignent des énergies qui sont assez importantes. Malgré le dernier qu'on a mis en place donc ces 10 dernières années, la théorie des cordes, ou la théorie M, ou la théorie supersymétrique, tout ce qu'on veut. Donc là, j'ai mis une annonce de conférence pour 2020 qui concerne la théorie SUSY, qui est une supersymétrie dans le modèle dans les modèles de théorie des cordes. Eh bien, ces modèles-là, on n'arrive pas à montrer que ce qu'ils prédisent, ils prédisent énormément de nouvelles particules. On n'en a vu aucune. Tant qu'on n'avait pas vu une, on a vu 0. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on n'en a pas vu, mais alors que tout le monde s'attendait à les voir, à certaines énergies. Alors ce qui est intéressant, et c'est là où on voit qu'il y a tout d'un coup un espèce de dérapage qui va se produire, c'est on ne les voit pas, mais à chaque fois, finalement, on peut retravailler la théorie pour rendre compte pourquoi, finalement, ce qu'on racontait avant, qui était basé sur les mathématiques, donc il y avait des vrais théorèmes, qui disaient l'énergie à laquelle on doit avoir telle particule, ça va être ça, pourquoi ce qu'on disait, finalement, ça pourrait être différent? On parle de mathématiques, là. Alors, donc, du coup, on commence à avoir des théories qui peuvent expliquer pratiquement tout et n'importe quoi. Ça veut dire que vous avez quelque chose qui ne marche pas, c'est pas grave, en fait, en modifiant un peu ma théorie, je vais pouvoir rendre compte de ce que j'observe maintenant. Donc là, ça laisse rêveur. On est très loin de la relativité générale ou de la mécanique quantique telle qu'elle est initialement faite par Planck, Bohr, etc. Okay. Alors, il y a dans le modèle standard, par contre, on avait l'existence d'une particule qui était le boson de Higgs, qui, lui, a été vraiment découvert. Alors lui, il avait été prévu déjà dans les années 60. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça, disons, ce qui va conduire à mettre en place le boson de Higgs, c'est justement le fait que c'est des considérations purement mathématiques. Ce n'est pas des considérations physiques du tout. Ça va être des considérations de symétrie, de la théorie devait être très belle si elle était comme ça, hop, et ça marcherait très bien si je rajoutais celle-là. Et ça marche. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui font que les mathématiques s'invitent à tous les endroits et font qu'on a envie d'y croire. Mais là, typiquement, on commence à atteindre un espèce de seuil où déjà on ne sait pas comment chercher. Pour avoir des données d'expérience, il faut faire des expériences à haute énergie et on a très peu de données finalement. Donc du coup, au lieu que ce soit les expériences qui commencent à guider les mathématiques dans les endroits où il faut aller, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que c'est les mathématiques qui, pour des considérations de symétrie, de type d'équation, de type de géométrie, va induire certaines expériences à effectuer pour voir si certaines choses qui sont prédites par les mathématiques existent ou pas. Donc vous avez un basculement comme ça entre expérience et représentation du monde en termes mathématiques qui se passe à ce moment-là et qui continue aujourd'hui. Alors en fait, là je vous donne deux références pour le coup qui discutent ce point-là, qui sont des références par deux physiciens, une physicienne des particules et puis les deux, ce sont des physiciens des particules parce qu'en fait c'est là où le problème est le plus manifeste. Donc le premier c'est Lise Moline sur Rien ne va plus en physique, donc c'est toute l'histoire de la théorie des cordes jusqu'au moment où on va avoir les problèmes que je vous ai expliqués ici, entre un décalage entre ce qu'on peut observer et ce que donnent les expériences. Et celui qui est plus rigolo à lire, c'est Lost in Math, qui explique comment, disons, des considérations purement mathématiques, de symétrie, de géométrie, vont justement, au bout d'un moment, complètement dépasser le physicien et choisir pour lui ce qu'il doit faire, plutôt que les expériences lui permettent de faire un chemin dans les théories. Donc là, c'est un premier point qui me fait dire que le monde n'est peut-être pas mathématique comme on pensait. Il
faut peut-être faire attention. Là, on commence à avoir un certain nombre de bémols sur la représentation du monde en termes mathématiques, en tout cas. Et les mises en garde qui sont faites dans ces livres, elles sont vraiment sérieuses. C'est vraiment des questions qui se posent maintenant, alors pas pour tous les physiciens, mais pour les physiciens qui font, disons, la partie physique fondamentale, c'est des questions qui sont réellement sérieuses. Alors on va aller plus loin du coup, hein, puisqu'on a vu que même en physique, là où on pensait que c'était le plus solide, il y avait des choses qui étaient vraiment discutables. On va aller voir du côté où les mathématiques sont utilisées à d'autres usages. Et là, on va aller vers l'économie du coup. Alors on ne va pas refaire toutes les théories économiques, on va seulement en prendre une petite partie et on va voir ce que ça donne. Du coup. Donc là, pour l'économie, on va commencer avec Adam Smith, hein, sur la richesse des nations, qui est un des premiers livres où il va essayer de mettre en place un certain nombre de... Alors c'est pas du tout, hein, pour le coup, il n'y a pas de maths dans Adam Smith. C'est vraiment une discussion sur les rapports entre ceux qui produisent, ceux qui achètent, et puis comment un système de ce type-là pourrait ou pas se stabiliser vers un certain nombre d'équilibres. Et ça va être justement ce qu'il appelle la main invisible. Et cette partie-là, donc là vous voyez on est en 1700, à peu près 100 ans plus tard, vous avez Walras, qui est un Français, qui lui va mettre en place une théorie vraiment, là pour le coup mathématique en partie, de cette idée d'échange entre des producteurs, des consommateurs, avec une loi d'offre et de la demande, etc. Et cette idée qu'il faudrait aller vers un équilibre si on laissait le système se développer tout seul. Alors, ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a une forte analogie entre la pensée qu'ils ont de la société, je parle pour le Walras, hein, pas pour Adam Smith, ce qui va supporter la modélisation et la mathématisation de la société, ça va être une vision de la société qui va être mécaniste. Donc Walras parle de mécanique sociale. Hein, donc ça va être une façon de voir nos sociétés qui est vraiment, pour le coup, où on enlève tout un tas de choses. Et donc la grande question, c'est est-ce qu'on a un équilibre général? C'est-à-dire que si je laisse les producteurs faire ce qu'ils veulent, les consommateurs faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire acheter au meilleur prix pour eux, les producteurs vendre au meilleur prix pour eux, est-ce que, par hasard, le système ne convergerait pas vers un équilibre qui satisferait tout le monde? C'est-à-dire que nous, on achète au meilleur prix et les producteurs vendent au meilleur prix. Alors c'était ce que pensait Walras. Et cette question de l'équilibre général va être résolue par un Français. Oui, donc il y a un certain nombre de questions, existence d'un équilibre, etc., qui est Gérard Debreu. Alors Gérard Debreu, c'est un économiste mathématicien qui va démontrer qu'effectivement, dans certains types de modèles mathématiques liés à cette vision de l'économie, on a existence d'un équilibre général. Donc on pourrait se dire, pourquoi pas? Ça veut dire que du coup, il faut laisser les marchés évoluer sans entrave, et que si tout se passe bien, on devrait aller vers le meilleur des mondes, puisqu'on aura exactement les bons prix pour tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est le commentaire de Maurice Allais, qui lui aussi obtiendra le prix Nobel d'économie, et qui dira, lui, par contre, la construction de Debreu n'a aucune valeur scientifique, tant elle est totalement étrangère au monde de l'expérience. 2 prix Nobel d'économie. Alors c'est super intéressant parce qu'effectivement, Debreu, lui, ne revendique même pas le fait qu'il dit quoi que ce soit sur la réalité. Au moins, il est clair là-dessus. Il dit, moi, je fais des modèles, et sur ces modèles, je démontre un certain nombre de choses. Il obtient le prix Nobel d'économie parce qu'à ce moment-là, il répond à une question qui est dans le domaine économique. Maurice Allais dit, oui, mais d'accord, mais vous répondez à un problème qui, en fait, n'existe pas. Le modèle que vous avez n'est pas bon. Ah, bon, alors, c'est eux qui sont économistes. Moi, je suis juste mathématicien et je regarde les 2 commentaires. Alors, en fait, ça va très très loin. Alors, Stiglitz, c'est aussi un prix Nobel d'économie. En fait, on n'a que des prix Nobel, là. Donc, c'est assez intéressant de voir comment ils s'entretuent les uns les autres. Donc, il dit, en fait,
Les théories auxquelles moi-même et d'autres avons contribué expliquèrent pourquoi des marchés libres de toute restriction, donc ce qui était l'hypothèse de base en fait, des modèles économiques, n'aboutissent souvent à aucune forme de justice sociale. Donc en fait, justement, on n'arrive jamais à ces fameux équilibres tant voulus par la théorie en question. Curieusement, il n'y a eu aucune tentative de remise en cause de la théorie de la main invisible d'Adam Smith. Alors, ça c'est intéressant parce que Stiglitz a fait partie de toutes les grandes commissions, notamment, je pense qu'il a fait partie du Fonds monétaire international. Donc, c'est des gens qui ont commencé à parler des modèles économiques qui sous-tendaient un certain nombre de décisions politiques au niveau international, en disant notamment que leur modèle était pas bon, mais après qu'ils soient partis. J'y reviendrai parce que c'est important ce que je viens de dire là. Alors, juste, après tout, vous n'êtes pas obligé de me croire. Je vous donne juste un graphique. Là, sur ce graphique, c'est les prévisions du FMI. Donc, prévisions du FMI par les économistes du FMI. Okay, c'est les prévisions de croissance mondiale. Et elles sont faites année après année. Okay, et bien, toutes les années, elles sont fausses. Il n'y en a pas une qui est juste. C'est-à-dire que, alors, moi, quand je vois ça, si je suis modélisateur et que j'utilise les mathématiques, je me dis il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je crois que vous aussi, hein, il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour se dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment ça se fait que ça continue à être mis en place? C'est une question. Alors, il y a deux articles qui sont intéressants. Il y a encore un autre prix Nobel d'économie. Bon. Alors, le premier dit que parle de ce qu'il appelle, lui, en fait, les modèles économiques dotés de connexions douteuses avec le monde réel. Et là, on retombe sur ce qu'on avait dit au début. Galilée nous prévient tout de suite. Les mathématiques décrivent le monde à partir du moment où ce que vous prédisez sur le monde est bien en rapport avec la réalité. Bon, bah là, ce n'est pas le cas. Le deuxième, donc le prix Nobel, alors lui, il va carrément mettre un adjectif sur cette sorte de, je sais pas, peut-être maladie des mathématiques dans l'économie, qu'il va appeler le matinesse. Et comme il le dit, alors ça c'est super important, c'est un moyen pour les politiques académiques de se faire passer pour de la science. Alors là, c'est super intéressant, surtout en tant que mathématicien, c'est exactement ce que je ne veux pas. Si on utilise les mathématiques pour faire des mathématiques et dire des choses qui vont pouvoir améliorer la vie de tout le monde, c'est OK. Maintenant, si on utilise les mathématiques juste pour dire ce que je fais est rigoureux, mais qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la réalité, ça commence à devenir problématique. Et là, l'article, en fait, date de 2015. Il a eu son prix Nobel en 2018, donc il disait vraiment ce qu'il pensait à ce moment-là. Après le prix Nobel, peut-être que ça s'est peut-être un peu... Mais par exemple, Romer, il va être appelé par le Fonds monétaire international, le FMI, et au bout de quelques mois, il va démissionner parce qu'il va dire « mais c'est pas possible. Ce qu'on fait ne veut rien dire. » Donc, il démissionne. Il revient à son poste de professeur qu'il avait à ce moment-là. Alors, c'est intéressant parce que là, pour le coup, c'est une vraie action volontaire. Alors là, on voit que du coup, au niveau de l'économie, est-ce que les mathématiques permettent de décrire l'économie? Alors, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les mathématiques qu'on utilise en ce moment pour décrire l'économie ne fonctionnent pas. Et ça, c'est une réalité, par contre. Alors attention, hein, je ne parle pas de toute l'économie, mais je parle de vraiment ces grands modèles qui permettent de faire des prédictions globales. Mais on va aller un peu plus loin, puisque là, puisqu'on y est, hein, on voit qu'en économie, on a utilisé les mathématiques vraiment pour faire passer un certain nombre d'idées, et notamment à des niveaux qui vous touchent en vrai. Hein. Pourquoi? Parce que ces modèles sont utilisés ensuite dans des institutions politiques. C'est-à-dire que les gens qui portent comme des prix Nobel d'économie font partie de commissions qui vont prendre des décisions au niveau international. Donc le mathématicien, il a sa part de responsabilité là-dedans. C'est la première fois, à ma connaissance, où on a une responsabilité, nous, en tant que mathématiciens, dans des choses qui concernent vraiment la population directement.
Alors, il y a un mathématicien qui va livrer une sorte de croisade. Et là, si vous avez l'occasion de lire ces travaux, c'est vraiment intéressant. C'est à la fois réjouissant et en même temps navrant. Il s'appelle Serge Lang. Alors, Serge Lang est mort maintenant. C'était un grand algébriste. Pour ceux qui font des mathématiques, on a tous utilisé ses cours. Hein. Et c'est l'affaire Samuel Huntington. Alors, Samuel Huntington, il y en a peut-être qui en ont entendu parler parce qu'il va développer ce qu'on appelle la théorie du choc des civilisations. Alors, on en a entendu beaucoup parler à un moment. Donc, vous voyez, c'est Harvard et Yale, donc deux grandes universités américaines. Et donc, le clash des civilisations, donc le choc des civilisations, ça va être son gros travail, où il va démontrer qu'il peut mettre en place un certain nombre d'indices mathématiques qui rendent compte de l'état d'une population dans un pays donné. Et en fait, il va vouloir... Alors, ça serait passé complètement inaperçu si il n'avait pas voulu se faire élire à l'Académie des sciences américaine. Alors, malheureusement pour lui, il va vouloir se faire élire à l'Académie des sciences américaine, et Serge Lang en fait partie. Donc, il voit que quelqu'un fait de la sociologie politique, introduit des mathématiques, et que, a priori, cette personne-là est la personne la plus en vue du domaine. Donc, du coup, il va étudier ses livres en détail. Et ce qu'il va découvrir, on va complètement le retourner. C'est non seulement ce sont des mathématiques élémentaires, mais en plus, ces mathématiques élémentaires sont complètement délirantes. Alors là, ça pose un autre problème qui est plus profond. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, donc juste pour vous donner une idée, c'est qu'il a introduit un coefficient de frustration pour les populations. Et donc, par exemple, à l'époque de l'apartheid, en Afrique du Sud, les gens étaient moins frustrés qu'en Belgique, par exemple. Alors, là, c'est assez difficile de ne pas voir que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, sans être mathématicien. Mais bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui va se passer autour. Donc là, il y a un autre prix Nobel d'économie, décidément. Ce n'est pas que je leur en veux en particulier, mais qui va essayer de justifier mathématiquement la théorie de Huntington, qui n'est pas justifiable, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que la conclusion, c'est ça, c'est qu'il y a une forme d'intimidation et de mystification. Pourquoi? Et c'est pour ça que je fais cette conférence, c'est que la plupart des gens ne sont pas capables de lire ou de critiquer un document où il y a un certain nombre de mathématiques à l'intérieur. Et ce simple fait permet à des personnes qui sont à certaines positions de faire passer tout un tas d'idées qui ne sont même pas portées par la rigueur. Et ça me semble peut-être le plus pénalisant dans cette histoire. Comme il le dit ici, certains spécialistes des sciences sociales construisent leur propre réalité et donnent à cette réalité une force politique. Pourquoi ça leur donne une force politique? C'est exactement la même chose que pour les prix Nobel d'économie. Ces gens-là sont consultants pour, par exemple, le président des États-Unis. Donc, si vous voulez faire passer des idées, même si elles sont fausses, pour des raisons qui sont extra-scientifiques, vous pouvez très bien le faire. Il suffit d'être au bon endroit. Et les mathématiques vous permettent de le faire. Pourquoi? Parce que personne ne va penser que, dans l'imaginaire collectif, si on a un modèle mathématique, alors ce qu'on dit à la fin est rigoureux. La réponse est oui, c'est rigoureux à partir du moment où les prémices, donc les hypothèses sur lesquelles on se base, sont justes. Et ça, c'est pas mathématique. Ça ne dépend pas des mathématiques. Et c'est là, en fait, où tout se cache dans ces histoires. Donc, de manière globale, ce qu'on pourrait dire, c'est que la société, globalement, ne se laisse pas mettre en équation. Alors, à mon avis, une des raisons principales pour ça, ça va être que pourquoi ça a très très bien marché en physique, par exemple. Ça marche aussi bien en chimie, du coup. Ça marche aussi bien en biologie, un peu moins, mais disons que ça marche aussi en biologie. On a une mathématisation qui est assez poussée dans chacun de ces domaines. Pourquoi la mathématisation dans le domaine de la sociologie, de l'économie,
est beaucoup plus problématique, ou en tout cas est beaucoup plus délicate. C'est simplement que, à la différence en fait de la physique, si vous prenez un être humain, donc qui s'appelle être humain, et que vous en prenez deux, déjà, si j'en prends un d'aujourd'hui et un d'il y a 100 ans, je ne suis pas sûr qu'ils se comportent tout à fait de la même manière, ni qu'ils aient exactement les mêmes façons de faire, alors qu'un atome de carbone, si je le prends maintenant ou s'il y a 100 ans, cet atome de carbone, c'était un atome de carbone. Il y a quelque chose de très différent entre la physique, la description de la nature, telle qu'on l'entend, et tout ce qui touche au domaine du vivant et de la société. Donc la notion d'élément stable qui permet de construire des modèles, elle est beaucoup plus délicate, je ne dis pas qu'elle est impossible, je dis qu'elle est beaucoup plus délicate dans le cadre des sciences humaines au sens large. Et ce point-là, il est complètement évacué, notamment en économie, où à la fin, vous avez plus un livre de mathématiques qu'un livre d'économie au sens propre du terme. Donc il y a un livre qui me semble vraiment, pour le coup, très bien pour toutes ces questions. Ça va être le livre de Pablo Jansen, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est physicien, qui est au laboratoire de physique à l'ENS Lyon, et qui a écrit un livre complet. Alors pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation? Alors dedans, vous avez tout. Vous avez l'économie, vous avez un certain nombre de problèmes de sociologie, etc. Et il me semble que... donc il n'y a pas beaucoup d'équations dedans, justement parce que c'est une discussion. Et cette discussion, elle concerne tous les citoyens que nous sommes. Puisque la plupart des choses qu'on a devant nous sont prises sur un certain nombre de modèles qu'on nous assure être ceux qui portent en gros un certain nombre de vérités. Alors attention, par exemple, on pourrait me dire, oui, mais alors pour le climat, par exemple, est-ce qu'il faut remettre en cause les prédictions du climat? Non. Alors là, on est dans une catégorie complètement différente. Les modèles de climat, par exemple, on sait qu'on ne met pas tout dans les modèles de climat, mais on sait que la tendance qu'on aura est sensiblement la même, même si on rajoutait des choses. Et on sait aussi que si on ne mettait pas la production de CO2 de l'être humain, alors on n'obtiendrait pas les mêmes prédictions. Point. Là, on est dans le domaine de la science. C'est autre chose. Là, c'est les prémices qui sont discutables. Et donc, du coup, une fois que je vous ai dit ça, la question se pose, oui, mais d'accord, mais une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on fait pour changer cet état de fait? Déjà, la question de savoir si le monde des mathématiques devient moins clair. Et même si on voulait que ça le soit, on voit bien que là, il y a un certain nombre d'éléments qui vont être à prendre en compte. Par exemple, typiquement, vous voyez qu'à un moment, il faut être sûr que les gens puissent être sûrs de garder leur poste si jamais ils ne vont pas dans la direction dominante. Typiquement, c'est pas pour rien que Stiglitz en parle une fois qu'il est à la retraite. Alors, ce que je dis a l'air rigolo, mais en Allemagne ou aux États-Unis, il y a plus de 50% des chercheurs permanents qui sont sur des postes à durée limitée. C'est ce qui va nous arriver en France aussi. Ça va poser vraiment un problème, du coup, de production scientifique, simplement parce que dans le cas où votre poste est limité, il est limité et sujet à un contrat. Contrat qui doit répondre à un certain nombre de réalisations, et notamment, imaginez que vous disiez, oui, mais en fait, tout ce qui se raconte là, je pense que c'est complètement faux, et moi, je pense qu'il faut faire autrement. Vous avez 2 ans. Bon, mais c'est impossible, le prochain ne vous prend pas. Donc, sans poste permanent qui soit un peu fixe, où la personne peut décider de réfléchir comme elle veut, je pense que malheureusement, ce type de comportement va pouvoir plutôt s'accentuer. Deuxième chose, c'est que là, on voit aussi que c'est une absence de discussion ou une discussion pas suffisamment profonde entre différentes matières. Typiquement, si on avait... Et heureusement, on le fait. Maintenant, là, je vous ai donné l'aspect négatif. Heureusement, il y a des bonnes choses aussi. Si on met des philosophes, si on met des sociologues ensemble avec des mathématiciens pour discuter des modèles, on aura sans doute des résultats qui seront beaucoup plus probants pour la modélisation de certains phénomènes de société ou pour l'économie, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle les économistes hétérodoxes,
qui se sont dit il faut arrêter là, il faut qu'on sorte et qu'on arrive à faire une reconnexion avec le réel qui soit profonde. Donc il y a ça, et je crois que c'était à peu près tout. Donc, donc est-ce que le monde est mathématique ? Je pense que c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Pour là, ce qui est de la physique, sans doute oui, à partir du moment où ce n'est pas les mathématiques qui gouvernent la physique. Voilà. Je vous remercie. Oui, bonsoir. La théorie des cordes est une théorie extrêmement mathématique et qui n'a démontré rien du tout jusqu'à maintenant. Mais vous n'avez pas évoqué la gravitation quantique à boucle, qui est une théorie plus physique. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense pareil que la théorie des cordes, en fait. J'en pense pas grand-chose de mieux. En fait, malheureusement, pour la plupart de ces théories, les considérations qui mènent à ces théories-là, alors il y a un peu plus, je vous l'accorde, il y a un peu plus de physique dans la théorie à boucle, mais malheureusement, la plupart des considérations sont quand même des considérations. Et alors, pour le coup, là, je vous renvoie à ah oui, bon alors peut-être, hein, pour cette question spécifique. Il y a un livre de Georges Lochac qui s'appelle La géométrisation de la physique. Alors Georges Lochac, c'est un des derniers élèves de Louis de Broglie. Louis de Broglie, malheureusement, je n'ai pas mis sa photo, alors que c'est un des grands physiciens français qui a contribué, alors là, pour le coup, de manière fondamentale à la mécanique quantique, et qui raconte toute cette histoire, alors, du début jusqu'à la fin, et notamment avec les nouveaux modèles. Alors à l'époque, je pense qu'il n'y a pas encore la gravité à boucle, mais par contre, elle y est dans l'autre de Sabine Ossenfelder sur Lost in Math. Et là, disons que les considérations sont souvent, et c'est ce qu'elle dit ici, des considérations que nous, mathématiciens, on comprend très bien, c'est des considérations souvent de simplicité et de beauté des objets mathématiques qu'on va avoir dessous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des symétries, à partir du moment où on réduit un certain nombre de calculs à des éléments qui peuvent se déduire, on a l'impression qu'on touche quelque chose qui est plus vrai. Et la notion de plus vrai, là-dedans, elle est quand même relativement légère. En fait, la base, c'est exactement ce qu'on avait dit, c'est qu'il y a des vraies particules qui ont été découvertes de cette manière-là, en présupposant que la théorie devait être beaucoup plus jolie, beaucoup plus symétrique que ce qu'on pensait. Mais je ne pense pas, en fait, finalement, que ça soit, alors que ça me parle plus, que ça soit la bonne façon de procéder pour faire de la modélisation en physique. Or là, je pense qu'on est bloqué, en fait. Typiquement, les gens continuent à vouloir absolument rendre compte d'un certain nombre de phénomènes par des géométries qui soient relativement jolies, avec un certain nombre de propriétés pour les particules. Et je pense que non. Disons que je ne lui donne pas plus de crédit que ça. C'est juste un avis, hein, c'est pas du tout... Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre conférence que j'ai trouvée vraiment très, très, très intéressante. Merci pour ce que vous avez dit des mathématiques en économie, en sociologie, que je connais un petit peu. Je suis tout à fait d'accord. Ma question, c'est sur le fait que vous n'avez pas parlé de l'informatique. Oui. Or, l'ordinateur est quand même le fruit d'un projet de mathématisation de l'esprit. Et ce qu'on constate, bon, certes, ni les hommes ni la société ne se laissent mettre en équation, mais on constate qu'ils se laissent mettre en algorithme. Est-ce qu'on n'a pas là, dans la vague actuelle de numérisation, l'espèce de frénésie pour tout informatiser, est-ce qu'on n'a pas là une radicalisation de ce point de vue moderne, qui est aussi vraiment une religion ? Est-ce qu'on n'a pas là un des enjeux absolument cruciaux de l'époque ? Alors, c'est une très bonne question, et en fait, c'est par manque de temps que je n'ai pas pu parler de ce point-là. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a une tendance, effectivement, c'est une radicalisation de ce que je viens de raconter ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que les mathématiques, et notamment, on peut le voir par les algorithmes, via la connexion algorithme mathématique, informatique, rendent compte, pour une raison X ou Y, de la réalité, notamment de la réalité de la pensée ou du cerveau, etc.,
on va pouvoir avoir tendance à dire « Ok, je vais tout rendre algorithmique et pouvoir contrôler la société par un certain nombre d'algorithmes. Et ces algorithmes ne se trompent pas, puisque par définition, ils sont basés sur les mathématiques. » On voit tout de suite le danger qu'il peut y avoir à ça, hein, vu ce qu'on a vu en économie déjà. Alors ça, je pense que c'est extrêmement grave, hein, effectivement. D'ailleurs, il y a une théorie physique, pour aller dans votre sens, qui présuppose que l'univers, c'est un grand algorithme. Alors, évidemment, c'est invérifiable, hein, donc c'est un peu comme la théorie des cordes. Pourquoi pas? Est-ce que ça apporte? Non. Est-ce que ça fera des prédictions? Non. Bon, ben voilà. Donc, est-ce que c'est de la science? Je ne sais pas, ça se rapproche plus de la religion, du coup. Alors ça, je trouve ça extrêmement grave, et je pense qu'effectivement, déjà, même avec ce qu'on a, par exemple, sur dire qu'on imite le cerveau par des algorithmes, c'est déjà tellement réducteur que je pense que là, il faudrait prendre exactement les mêmes précautions que celles que j'ai indiquées pour l'économie. Je pense que malheureusement, là, on est très très loin du compte. Mais alors tellement loin, en fait, que les mathématiques qu'il faudrait pour décrire le cerveau, on ne les connaît même pas. Donc je pense que c'est une réduction qui permet à certains de dire simplement, on va pouvoir prendre et on va pouvoir dire aux gens de faire comme ça parce que nos algorithmes nous disent qu'il faut faire comme ça. Donc entre cette vision un peu mécaniste, encore une fois, de l'être humain, du cerveau, de la société, et la réalité, je pense qu'il y a un gouffre, en fait. Et cette radicalisation est effectivement en marche maintenant. Elle est en marche maintenant. Alors, il y a d'ailleurs, par rapport à ce qu'on disait ici, par exemple, si on prend le machine learning ou le big data, etc., on a carrément, alors là, pour le coup, aussi bien le big data que le machine learning, etc., ici, vous voyez qu'on construisait encore des modèles. Donc, on avait un certain nombre d'hypothèses avec des lois mathématiques qui étaient censées représenter un certain nombre de lois dans le domaine en question, qui allaient vers des prédictions sur le domaine en question. Machine learning, big data, on n'est plus du tout dans ce domaine-là. On a un certain nombre de données d'entrée et on veut des données de sortie qui vont faire des prédictions sur ce qui va arriver. Est-ce qu'on comprend mieux ce qui se passe? Réponse non. Donc, ça veut dire qu'on a mis de côté toute la partie compréhension du monde, justement, celle qu'on était en train de chercher. Alors, c'est une manière complètement pragmatique de voir la chose. Hein. Ça veut dire qu'on va dire, OK, moi, je vais prendre avec mes ensembles de données, je vais pouvoir dire quelque chose. Est-ce que je sais pourquoi ça se passe comme ça? Non. Est-ce qu'on y a gagné? Je ne sais pas, ça dépend. Si c'est pour la météo de demain, bon, ça ne me gêne pas trop. Si c'est pour l'évolution de la société, ça commence à me poser des questions. Vous voyez, ça en fait, tout dépend de quoi, à quel domaine c'est appliqué. Si on vous dit qu'en faisant du big data et du machine learning, vous allez mieux prévoir la météo qu'avec des modèles qui sont extrêmement complexes, ils prennent en compte la physique et la chimie, bon, vous pouvez dire OK, on y perd parce qu'on comprend moins, mais on y gagne parce que malgré tout, on a une prédiction. Maintenant, si on va plus loin et si ça concerne notre société dans son ensemble, c'est vraiment inquiétant. Oui, effectivement. Voilà. Bon. Je vous remercie tous. Attendez. Une petite question, s'il vous plaît, une dernière. Je ne sais pas. Oui, je suis ici. Bonjour. On entend. J'ai lu il n'y a pas longtemps sur une revue de vulgarisation qu'on mettait de nouveau en avant la théorie de Gödel qui est sur l'incomplétude. C'est-à-dire qu'en travaillant sur les cerveaux artificiels, etc., on n'arrive pas à, comment dirais-je, vérifier la théorie. Et je pense que c'est dans le sens de vos paroles de tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas inventer une autre mathématique? Parce que celle-ci, on arrive... Alors là, c'est le théorème d'incomplétude de Gödel qui est voilà. Dessous. Alors là, malheureusement, c'est dans n'importe quelle théorie axiomatique. Donc c'est plus, on est carrément en dehors. Là, c'est pas des nouvelles mathématiques. Ce que je disais, c'est simplement ce théorème d'incomplétude, il s'applique dès qu'on a un système d'axiomes et qu'on veut savoir quelles sont les propositions vraies dans ce système axiomatique. On aura toujours des propositions vraies qu'on ne pourra pas démontrer. Point.
Donc là, du coup, ça veut dire qu'il y a des choses vraies qui ne sont pas atteignables par ce genre de pratique. Donc là, changer l'axiomatique ne changera pas. Par contre, ce que je disais, inventer des nouvelles mathématiques, c'est que le monde vivant, typiquement, n'a pas les mêmes présupposés. Or, typiquement en mathématiques, on a des éléments, on a des variables, on a des quantités et on a des relations entre ces quantités. Lorsqu'il s'agit d'un être humain, comme je disais, si je prends toutes les personnes dans cette salle et que je leur demande ce qu'ils pensent de la conférence en sortant, on a autant d'avis que de personnes. Pourtant, on est tous des êtres humains, etc. Donc il y a des quantités d'informations qui sont liées à chacune des personnes qui sont ici qui ne se laissent pas aussi bien capturer que ça par une quelconque théorie. Il faut aller plus loin, il faut penser autrement notre manière, disons, d'imaginer des choses qui sont extrêmement... je sais pas... On est des entités et en même temps, il y a des fluctuations qui sont tellement énormes dans nos entités à nous que la modélisation est forcément différente de celle qu'on connaît pour la physique ou jusqu'à présent. Et là, je ne sais pas ce qu'il faut inventer, hein, mais il faudra inventer quelque chose, je pense. Oui ? Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour votre exposé. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la théorie, finalement, de plusieurs physiciens américains, notamment Brian Greene. Peut-être que vous avez vu le reportage sur Arte, Qu'est-ce que l'espace, qui expose une théorie intéressante qui rejoint d'ailleurs nombre de philosophes, finalement, puisque vous parlez qu'il faut croiser les matières, qui serait que finalement l'espace, ça serait un hologramme hyper sophistiqué. Bon, alors... Qui rejoint Michel Talbot, qui dit notamment, philosophe américain, et qui rejoint Platon aussi indirectement, finalement, et son dualisme. Oui, on peut mettre plein de noms, en fait. Le problème, c'est que dans toutes ces théories-là, il n'y a rien qui est prédit. Et il n'y a rien qui est mesurable. Et Brian Greene, c'est quelqu'un qui retourne sa chemise aussi vite que la lumière. Donc du coup, je pense que faire confiance à quelqu'un qui va dans le sens du vent parce qu'il a un poste et que quand c'était la théorie des cordes, il était à fond dans la théorie des cordes. Quand c'est autre chose, il est autre chose. Je pense que justement, on voit les problèmes que ça pose. Quand le monde académique est tellement dépendant pour sa pensée, pour avoir le droit de penser et le droit de travailler, des conditions dans lesquelles il va être et de la reconnaissance par le monde académique, forcément, je pense que ça conduit à des choses qui sont, disons, discutables. Mais bon, il peut le faire, s'il veut. Ouais, merci.